Voilà, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à ceux qui nous auraient déjà rejoints ce matin pour d'autres conférences thématiques. Celle-ci, comme vous le savez, est consacrée à la gestion quantitative de la ressource en eau, avec nos 4 intervenants. Madame Laure Sambla, ici à côté de moi, chargée de mission au département cycle de l'eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR. Monsieur Emmanuel Pichon, chargé de mission à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous présenterez, si vous le souhaitez, les uns et les autres un peu plus avant. Ensuite, Monsieur Gallego, Sébastien Gallego, qui est responsable technique du SIAEP, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Basse-Limagne, et Monsieur Rossignol, Benoît Rossignol, directeur de l'établissement public Loire, qui va d'ailleurs prendre le micro pour commencer et pour faire cette première présentation dans un instant. Alors, la quantité d'eau, bien évidemment, est un élément déterminant du bon état des ressources en eau, et ce sera enfoncer une porte ouverte de dire qu'il est nécessaire de la gérer de manière équilibrée, d'autant plus que le changement climatique risque d'impacter encore un peu plus avant ces ressources, avec une disponibilité moins abondante et des besoins qui risquent d'augmenter. Ce n'est pas dans cette région que j'aurais besoin d'insister cette année, même si nous ne confondrons pas climat et météo. Nous avons quand même quelques événements qui semblent se répéter et qui nous insistent à être particulièrement attentifs à cette ressource. Donc au cours de cette conférence, la gestion quantitative sera abordée à 2 échelles et à 2 niveaux différents. D'abord par les enjeux et les actions en faveur d'une meilleure gestion patrimoniale des réseaux de distribution d'eau potable des collectivités, dans l'objectif de limiter les fuites, problème numéro 1 s'il en est, et par la mise en place d'outils de gestion territorialisés. Dans un deuxième temps, projet de territoire pour la gestion de l'eau, l'amélioration des connaissances du fonctionnement des hydrosystèmes, notamment grâce aux études hydrologie, milieu, usage et climat. HMUC pour l'acronyme consacré. Dans un instant, je vous proposerai d'entendre nos différents intervenants à travers 4 présentations successives, mais à l'issue desquelles je vous proposerai de leur poser des questions directement, ou de les interpeller directement pour répondre à telle ou telle question ou situation particulière parmi vos problématiques ou vos préoccupations. Je vous laisserai vous adresser à qui bon vous semblera en temps utile, mais après les avoir entendus successivement. Et pour commencer, Monsieur Rossignol, comme convenu, directeur de l'établissement public Loire. Merci. Alors je vais juste préciser que je ne suis pas directeur tout court de l'établissement public Loire, je suis directeur du développement et de la gestion territorialisée. Et puisque le sujet est justement de la gestion territorialisée de l'eau, je vais pouvoir intervenir à ce titre. Vous faites bien partie de la direction et j'en suis très heureux. Donc un mot tout d'abord pour commencer la gestion territorialisée. Alors de quel territoire parle-t-on? Des territoires de l'eau. Alors l'établissement public Loire intervient à l'échelle de l'ensemble du bassin versant, mais du bassin versant de la Loire, à l'échelle d'un territoire très vaste d'une centaine de milliers de kilomètres carrés. Là, on va se consacrer au territoire de l'Allier, et plus particulièrement de l'Allier aval. Un petit mot sur une action, une voie d'intervention de l'établissement public Loire. Donc ça, c'est le bassin versant de la Loire. Vous avez indiqué Vichy et puis Orléans pour vous situer à peu près. Et les axes Loire et Allier qui sont réalimentés aussi en eau à partir de 2 retenues de soutien d'étiage. Et puisque c'est vraiment une actualité en ce moment, j'ai quand même fait un petit diapo pour vous montrer que en 2019, pour l'instant, il y a environ 70 millions de mètres cubes qui ont été lâchés depuis la retenue de Naussac en amont de l'Allier pour soutenir le débit de l'Allier et de la Loire, ce qui situe le 2019, qui n'est pas terminé encore, comme une année au-dessus d'une année moyenne de soutien d'étiage. Il faut imaginer que cet été, dans l'Allier, le point qu'on soutient, qui est un petit peu à l'amont de Vichy, qui se situe à Vic-le-Comte, on soutenait pour un objectif de 12 ou 13 mètres cubes par seconde dans la rivière Allier, et qu'on lâchait une dizaine de mètres cubes par seconde de Naussac. Donc il faut imaginer peut-être que sans soutien d'étiage, il y aurait eu environ 50 cm d'eau de moins à Vic-le-Comte, ce qui est quand même très important, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SAGE? Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un premier sigle, mais c'est peut-être celui qu'il faut retenir en premier.
C'est un outil de planification et de gestion de la ressource en eau et des enjeux des milieux aquatiques à l'échelle d'un territoire cohérent du point de vue hydrographique, qui est en général un bassin versant. Et un SAGE a pour objectif de concilier les usages, la satisfaction des usages et la protection des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités des territoires. Le SAGE, il se traduit par deux documents principaux qui sont un programme d'aménagement et de gestion durable qui fixe des objectifs, des orientations et des dispositions et des conditions de réalisation de ces objectifs. Et puis il comprend également un règlement accompagné de documents cartographiques, etc. Et donc ces éléments confèrent au SAGE une portée juridique. Alors ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que ce SAGE il est élaboré par une commission locale de l'eau qui rassemble tous les acteurs du territoire pour bâtir des objectifs communs adaptés aux usages et aux enjeux locaux. Dans le cadre du SAGE Allier-Aval, cette commission locale de l'eau regroupe 80 personnes, pour moitié des élus, représentant des collectivités territoriales, 21 usagers et 19 membres de l'État. Donc cette instance est très importante. Elle a un rôle dans le cadre de l'élaboration de ce SAGE et puis ensuite de sa mise en œuvre et de son suivi. Voilà, la commission locale de l'eau n'a pas de personnalité juridique et du coup le portage du SAGE est assuré par une structure porteuse, cela s'appelle, et en l'occurrence c'est l'établissement public Loire, c'est aussi à ce titre-là que j'interviens. Deux mots encore de caractérisation du SAGE, même si vous pouvez retrouver ces éléments notamment sur le site internet du SAGE, j'ai remis l'adresse. Les caractéristiques du SAGE Allier-Aval, c'est qu'il se situe sur la partie aval, en gros la moitié aval de l'axe Allier. L'ensemble du bassin de l'Allier est couvert par des SAGES. Il y en a un donc sur l'Allier-Aval dont on parle, un en amont c'est le Haut-Allier, et puis sur les trois affluents principaux que sont la Dore, la Sioule et l'Alagnon. Et la particularité du SAGE Allier-Aval, c'est qu'il a une superficie importante de plus de 6000 km², ce qui en fait un grand territoire de SAGE. Et donc avec nécessité de mobiliser de très nombreux acteurs et de prendre en compte de nombreux enjeux en même temps. Il se situe, vous voyez, par exemple, sur 5 départements concernés. Alors ce SAGE, il a été approuvé en 2015, après une dizaine d'années d'élaboration, et 8 enjeux principaux ont été identifiés dans ce SAGE, parmi lesquels un enjeu sur la gestion quantitative relative à la gestion des besoins et des milieux dans un objectif de satisfaction et d'équilibre à long terme. Ça, c'est voilà, ainsi que ça a été rédigé dans le SAGE et que les acteurs se sont mis d'accord pour le présenter. Donc c'est un des 8 enjeux. Donc un SAGE, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a des enjeux principaux, mais ils sont traités sachant qu'il y a d'autres enjeux aussi à traiter. Donc ce n'est pas avec des œillères, c'est pas en regardant juste moi je m'occupe de ça, donc on s'en occupe à fond. Oui, à fond, mais en tenant compte qu'il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux quantitatifs, des enjeux qualitatifs, des enjeux liés à la valorisation des cours d'eau et des milieux aquatiques, et aussi sur le SAGE Allier-Aval, des enjeux liés à la dynamique fluviale. Donc cet enjeu, il est décliné dans le SAGE en dispositions et en sous-objectifs qui permettent d'atteindre les objectifs du SAGE. Donc le SAGE il est en phase de mise en œuvre depuis son adoption en 2015 et parmi les choses qui étaient à faire, c'est travailler sur cette gestion quantitative. Et pour cela, il faut faire un état des lieux, un bilan d'adéquation entre les ressources et les besoins. Et puis en plus, le contexte évolue. Donc, depuis l'adoption du SAGE, le préfet coordinateur de bassin à l'échelle de Loire-Bretagne a indiqué qu'il n'était plus envisageable d'augmenter les prélèvements dans l'Allier. Ça, c'est arrivé après le SAGE. Il y a des éléments qui évoluent comme ça. Il y a eu depuis également l'adoption d'un nouveau SDAGE qui invitait à la maîtrise des prélèvements afin de maintenir ou de reconquérir le bon état des eaux. Et ces éléments
ont renforcé la nécessité de conduire une étude de gestion quantitative. Alors le SDAGE a défini cette étude-là avec un nouveau sigle qui a déjà été introduit. Ce sont des études hydrologie, milieu, usage, climat. Ce n'est pas uniquement une étude quantitative où on regarde qu'est-ce qui prélève, qu'est-ce qui a besoin d'eau et qu'est-ce qu'on a comme ressources. Progressivement, ces études se sont enrichies et on étudie à la fois l'hydrologie, voilà, la ressource disponible, les milieux, les besoins des milieux, les besoins des usages, et puis on prend en compte la dimension changement climatique. Et puis ce que je peux ajouter également, c'est que c'est une étude qui concerne à la fois les eaux superficielles et les eaux souterraines. Donc son contenu, c'est un état des lieux, de l'état quantitatif des ressources en eau, un bilan adéquation aux besoins ressources, une approche prospective aux échéances 10 et 30 ans. Voilà, donc on se situe des échéances où les impacts du changement climatique se feront sentir. Et puis ensuite, l'idée c'est de déterminer des volumes maximum prélevables et une proposition de répartition par catégorie d'usagers. Et puis de définir un programme d'action pour la gestion durable des ressources. Voilà en gros de contenu de cette étude qui doit durer 3 ans, qui a démarré à la toute fin 2018, début 2019. Et puis en fait, qui a aussi comme particularité d'avoir été lancée à l'échelle de l'ensemble de l'axe allié, pas uniquement du SAGE allié aval. Et c'est là que les SAGE, on voit que les territoires de la gestion de l'eau, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Et puis parfois, il y a même intérêt à gérer à une échelle un petit peu différente simplement du celle du SAGE, à une échelle par exemple intersage ou à l'échelle de l'ensemble de l'axe allié, ce qui permet d'avoir des synergies, des cohérences à la fois hydrauliques mais aussi d'intervention, parce que vous voyez bien que le barrage dont je parlais tout à l'heure, il soutient le débit sur l'ensemble de l'axe. Et là encore, l'étude HMUC, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle associe l'ensemble des acteurs, puisque là, on touche à quelque chose d'assez sensible, hein, l'utilisation de l'eau. Et donc, comme le SAGE, qui est lui-même à son instance de commission locale de l'eau, il y a des instances dédiées qui ont été formées à partir des commissions locales de l'eau notamment, pour pouvoir permettre de réunir les acteurs, soit tous ensemble, soit dans certains cas dans des commissions techniques, soit dans des commissions peut-être dédiées à un usage de l'eau. Et donc cette étude sur 3 ans prévoit un grand nombre de réunions avec les acteurs. J'en arrive, une fois qu'on a dit ça, normalement, c'est qu'on aurait déjà dû avoir presque terminé sur la gestion de l'eau. On va tout balayer, quoi, si on a prévu ça comme ça. Oui, mais il y a un nouvel outil qui a été créé et défini au mois de mai, dans une instruction gouvernementale relative au projet de territoire de la gestion de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé après le SAGE, qui est arrivé après le lancement de l'étude HMUC et qui est, heureusement, ne réinvente pas tout, hein. Et on va s'apercevoir que la démarche de PTGE, elle est en large part déjà réalisée à travers le processus d'élaboration du SAGE, le PAGD du SAGE, et puis à travers aussi l'étude HMUC. Mais il y a des petits éléments qui peuvent être complémentaires dans cette démarche, et c'est pour ça que les acteurs, et en premier rang desquels les services de l'État dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont proposé qu'un PTGE soit lancé et élaboré sur le territoire de l'Allier aval. Et donc en ce moment, on est en phase d'élaboration de ce PTGE de lancement, et puis de vérification de son articulation avec ce qui a déjà été fait pour ne pas être redondant, et puis de vérifier aussi quelles sont les complémentarités et les plus-values essentielles qu'on va aller chercher à travers ce PTGE. Et il y en a une déjà qui a été identifiée, hein, par exemple, je vais prendre juste un exemple, c'est le volet socio-économique, le volet économique. C'est vrai qu'on regarde beaucoup les aspects hydrologiques, hydrauliques, etc. Mais après, combien ça coûte un projet, combien coûte une nouvelle infrastructure, combien coûte des économies, combien coûte l'absence d'eau, voilà, qu'on puisse mesurer l'impact des mesures qui vont être décidées d'un point de vue socio-économique. J'en ai terminé en brossant ce panorama très rapidement. Et puis s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci Monsieur Rossignol. Effectivement, la mission n'est pas simple puisqu'il s'agit dans un temps très court
de nous faire passer un grand nombre de notions et de connaissances. C'est ce que va essayer de faire également Madame Sambla, chargée de mission à la FNCCR, qui, dans la même enveloppe de temps, à peu de choses près, va nous proposer des éléments. On va retrouver, voilà. Bonjour à tous. Donc, au niveau des FNCCR, en 2 mots, nous sommes une association type loi de 1901. Nous regroupons des collectivités locales, conseil d'administration composé exclusivement d'élus, exerçant des compétences techniques, énergie, numérique, déchets et bien sûr l'eau, petit grand cycle de l'eau. Donc là, ma présentation va être très complémentaire à celle de M. Hirsignol, mais je pars d'un autre intervenant qui est le service d'eau. Et je vais vous donner un petit peu le regard qu'ont les services d'eau sur cette notion de gestion quantitative à l'appui de quelques auditions que j'ai conduites sur le département de l'Allier et des départements limitrophes. Donc un service d'eau, on va parler de qualité d'eau, de qualité du service, et ça va se traduire usuellement par un équilibre budgétaire, bien sûr. On est sur un SPIC avec des obligations en ce sens, des conformités réglementaires, on est sur des responsabilités fortes au titre du Code de la santé publique, et bien sûr tout ça, ça va s'évaluer au droit de la satisfaction de l'abonné, lequel va nous permettre de conclure quant à la bonne gestion ou pas du service. Toutefois, le service d'eau potable, il est un petit peu un trait d'union avec cette interface que je vous ai donnée à gauche, du point de vue des abonnés, donc lui qui va juger cette qualité de l'eau, le prix de l'eau, qui bien sûr dans les médias a le poids que vous connaissez, sur lequel je ne reviendrai pas, la notion d'accès à l'eau, et puis quand même une attention à la transparence du service. Et en parallèle de ça, donc de l'autre côté, vous avez les services de l'État qui, eux, ont en charge la transcription et la transposition et l'application de dispositions européennes qui visent tant des dispositions sanitaires, directive eau potable, que des dispositions environnementales, directive 4 sur l'eau, pour ne pas la nommer. Donc elle va s'assurer au niveau des services de l'État qu'on a bien des conformités par rapport à nos obligations réglementaires et que par le service d'eau, dans quelle mesure on peut contribuer aux objectifs environnementaux et notamment tout ce qui est maîtrise de la qualité et réduction, on va dire, de la vulnérabilité de la ressource. On a aussi nombre de services de l'État qui ont d'ores et déjà demandé à ces services, donc qui se trouvent à cette interface, de travailler à la notion de plan de secours. Usuellement, ça a été abordé, mais sur le point de vue qualitatif, comment je fais face à une pollution majeure au regard de mes ressources et comment j'y réponds par rapport à mon service public. Donc on est bien sur des notions d'abonnés, qualité de service, avec des indicateurs fixés par la loi que vous connaissez, et des notions de contrôle de conformité réalisées par les services de l'État, avec un impact bien sûr ou un lien avec le côté environnemental et l'activité anthropique. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on est parti d'une problématique axée avec le temps, sur les orientations données par les ministères, et notamment le volet écologie, axée sur la vulnérabilité qualitative ou vulnérabilité au regard infraction. Donc effectivement, on a des services d'eau qui ont énormément travaillé sur la protection des accès de leurs installations de production d'eau. C'est mon petit cadenas. La pression anthropique, c'est tout ce qui est captage Grenelle et toutes les actions qu'on a engagées pour maîtriser, réduire l'impact de l'activité anthropique sur la qualité de l'eau et notamment agricole. Les pressions climatiques au regard de la gestion des fuites sur lesquelles je reviendrai. Et tout ça dans un cadre économique que vous connaissez plus que contraint. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'au regard de cette vulnérabilité apparaît maintenant la problématique de la rareté. Et là, on peut mesurer un petit peu le manque pour certains, mais qui est conjoncturel et qui est traduit un petit peu dans mes propos, d'anticipation, en tous les cas, de moyens d'appréhension d'une telle dispositif. Donc on parle d'interconnexion, de retenue, de sécurisation, mais dans quelle mesure est-ce possible et dans quelle mesure, effectivement, ça va répondre à la problématique. Équité devant la ressource, comptage, est-ce qu'on va être tous sur un même angle d'attaque quand on va devoir se partager l'eau et respecter des quotas qui nous seront a priori fixés? Sur quelle temporalité doit-on travailler cette rareté quand on est sur un service d'eau, un service en continu, en permanence, avec bien sûr aucune visibilité sur cette disponibilité de l'eau? Et puis, quatrième point extrêmement important, quelle communication? Quelle attitude civique, quelle démarche vis-à-vis des économies d'eau engagées au niveau des abonnés quand ils sont habitués à une disponibilité de longue date? Et on se rend compte finalement que d'une gestion du service d'eau à l'échelle réduite, on a eu progressivement dans certains territoires, notamment du fait de problématiques quantitatives, mais généralement du fait de problématiques qualitatives, des regroupements de services pour ensemble répondre aux objectifs de conformité tels que je vous les ai présentés.
Et on voit que ces services ont besoin de se resituer par rapport à un autre ensemble d'usagers, les industriels, l'agriculture, l'activité de loisirs, le privé et le public, enfin tout ce qui tourne et qui consomme également de l'eau et qui finalement va se trouver, entre guillemets, en rivalité au regard d'une disponibilité qui est plus ou moins remise en cause. Et tout ça, il faut le gérer à l'échelle d'un bassin, enfin d'une ressource, qu'elle soit en eau superficielle ou en eau souterraine. Et on va devoir, au travers de cette empilement de style poupée russe, travailler sur des notions de solidarité, de notions de stockage, des notions de disponibilité, de lisibilité et d'impact cumulé. Alors pour ce faire, quels sont les éléments dont les services d'eau ont besoin pour prendre ce problème en main et mesurer un petit peu la difficulté et l'énorme travail qui se présente devant nous? Les premières questions qui apparaissent, ce sont les actions. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire face à ces problématiques de rareté? Par quels acteurs? Qui doit faire quelle action? À quelle échelle? À quel horizon temporel doit-on engager des actions et pour répondre à quelles problématiques? Avec quels moyens? Qui en sera le coordinateur? Qui aura la légitimité pour arbitrer? Et à quelle pression doit-on répondre? Bon, ce sont une point de vue, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, mais on voit l'étendue des questions auxquelles, notamment les études hydrologie, milieu, usage et climat doivent répondre, mais pas que, parce que dès lors qu'on va parler de pression, etc., vous l'avez très bien dit, il y a des enjeux économiques qui vont s'y greffer et auxquels il faudra répondre. Donc du point de vue du service d'eau, pour revenir à leur échelle, on est bien historiquement dans un engagement dans la performance. Les indicateurs techniques, aussi réglementaires soient-ils, ont été des moyens de mobiliser les services sur une notion de qualité du service bâtie sur l'exemplarité et la performance. Généralement, on traduit dans les médias au travers des fuites et des rendements des réseaux, mais pas que, et on a d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer cette performance. Donc l'idée, c'est bien d'engager cette démarche dans la continuité, mais en répondant à la problématique de la rareté. On a quand même une réelle volonté à l'échelle des services d'eau de solidarité. Même si c'est parfois hétérogène dans les territoires, cette notion de solidarité, elle est quand même très dans les consciences des différents services, surtout quand ils ont eu à faire des problématiques de qualité et des difficultés en termes de respect de la continuité du service. Et enfin, on a besoin par contre d'insuffler une réelle volonté de s'adapter et de muter. C'est-à-dire on part d'un service à son échelle microcosme, avec ses abonnés et un service de l'État contrôle, par un service qui s'insère dans un ensemble, dans un milieu, avec d'autres usages dans lesquels il va falloir trouver une articulation des actions. Alors, quelles actions? Bien sûr, il faut anticiper. Pour anticiper, il faut savoir, disposer des connaissances. Un exemple a été donné. Mais disposer des connaissances en comprenant ce que sont ces connaissances et tous les multiples acronymes que je vous ai cités, mais c'était volontaire, un plan d'adaptation au changement climatique, les contrats territoriaux milieu aquatique, contrats territoriaux de gestion quantitative, PTGE, HMUC, donc voilà. Tous ces outils pour faire quoi? Pour répondre auxquelles des questions que je vous ai citées précédemment. Donc ça, nécessité de lisibilité, d'explication, de pédagogie vis-à-vis notamment des services d'eau. Deuxième point, je vais revenir en arrière, le contexte. On est quand même dans un contexte qualitatif de la ressource qui se dégrade, force est de le constater. Et les collectivités ne sont pas sur une phase sont dans une phase de vouloir améliorer cette situation, en tous les cas, changer les tendances. Est-ce que ce sera possible au regard des conditions de rareté auxquelles on va se confronter et de la seule disponibilité de la ressource qui leur sera mise à disposition, pour lesquelles ils auront finalement une main ou en tous les cas une prise extrêmement limitée quant à l'évolution de sa qualité. Donc est-ce qu'on va sur une notion de non-conformité conjoncturelle au niveau des eaux brutes prélevées pour les services? C'est vraiment un point à voir en écho à tout ce que les médias peuvent porter sur la qualité de l'eau et les non-conformités qui peuvent en résulter au niveau de la distribution. Troisième point, se préparer. Donc il faut bien avoir des priorités au niveau des services pour savoir organiser les actions à entreprendre, être épaulé par des services de l'État d'une part et être épaulé par des finances et des aides et subventions à hauteur des enjeux qui se présentent d'autre part. Le quatrième point, c'est bien sûr l'adaptation au changement climatique. Un service d'eau, quelle que soit sa taille, aura cette dynamique s'il en comprend aussi la lisibilité et la mise en œuvre par les autres acteurs. Et il y a une cohérence au regard des enjeux milieux tels qu'ils sont introduits
et la cohérence qu'on va imposer dans l'adaptation qu'on va demander à l'activité anthropique au sens très large, mais est-ce qu'on va aussi considérer l'adaptation de la biodiversité et finalement des milieux vivants qui, eux, sont en général, enfin, les objectifs environnementaux que nous avons sont bâtis sur un historique et non pas sur de la prospective. Dans quelle mesure l'évolution des débits réservés va-t-elle intégrer cette vision évolutive, ou en tous les cas d'adaptation du milieu vivant qui nous entoure? Donc je vais terminer sur une petite conclusion. La gestion quantitative à l'échelle des services d'eau, oui, bien sûr, c'est essentiel. Mais les points d'alerte que je peux me permettre de rassembler sont le fait de prendre les contraintes de tous les acteurs économiques en considération. Donc outre les études hydrologiques telles que les a présentées le Péloir, effectivement le PTGE va s'associer à un guide proposé par l'ISTEA introduisant la notion d'économie des services et des activités à considérer dans les choix stratégiques qui en résulteront. Attention, les choix économiques concernent un SPIC que représente le service d'eau potable et il faudra le prendre comme une activité en tant que telle, aussi respectable, on va dire, que d'autres activités économiques. Arbitrer et fixer des priorités dans les usages, s'assurer des efforts de chacun. Alors pourquoi j'ai fait une référence au cours d'eau atypique? Un décret récent définit ce qu'est un cours d'eau atypique avec des réductions des débits d'étiage minimum acceptables, sauf qu'il n'associe pas cet abaissement toléré des débits minimums avec un effort de chacun des acteurs visant à réduire son usage de l'eau. C'est possible, mais pas obligatoire. Donc ça pose question au regard du contexte tel que je viens de vous le présenter. Et bien sûr, décider en considérant les impacts cumulés. Proposer des solutions alternatives, mais en les regardant à une échelle bien supérieure à celle que je me suis permis de vous présenter, pour en assurer la pérennité. Merci beaucoup, Madame Sambla, et bravo pour votre concision également, parce que l'exercice n'est pas facile. Je le répète et j'en suis conscient. Monsieur Pichon, merci de bien vouloir prendre la parole. Je rappelle que vous êtes chargé de mission expert de l'eau potable à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vous laisse continuer cette présentation avant d'entendre, pour terminer ensuite, Monsieur Gallego. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la gestion quantitative de la ressource en eau vis-à-vis du bassin Loire-Bretagne, et plus je vais focaliser l'attention sur tout ce qui concerne l'amélioration de la connaissance et de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable. Alors, la gestion quantitative de la ressource est prise en compte dans le cadre du SDAGE, donc par l'agence, comme vous le savez. C'est un enjeu prioritaire du SDAGE. Pour nous, c'est relativement important. C'est un enjeu donc, qui concerne à la fois les problématiques des collectivités, des industriels et également des irrigants. Sur le bassin, les pratiques de gestion au niveau des collectivités ont été fort différentes en fonction de la typologie du milieu et du secteur sur lequel on se trouve, avec des avancées plus ou moins importantes en fonction de la rareté de la ressource. C'est un petit peu la rareté de la ressource qui a conditionné toute la gestion patrimoniale des réseaux, mais également aussi la gestion globale de la ressource sur le bassin Loire-Bretagne pour l'instant, et vis-à-vis de cette avancée, entre autres. Alors, en amont de cette gestion, les prélèvements AEP dans la ressource sont quand même un aspect qui doit être optimisé, parce qu'effectivement, ce n'est pas le tout de faire des actions telles que celles que vous avez décrites, Madame Sambla, à l'instant, vis-à-vis de ces problématiques des trois types d'acteurs que vous pouvez avoir vis-à-vis de la gestion quantitative, mais il s'agit aussi pour les collectivités déjà de résoudre leurs propres problèmes en interne en termes de perte d'eau. C'est quand même d'abord la priorité dans certains secteurs du bassin. Donc la lutte contre les fuites, ça constitue pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne une des priorités fortes du programme, pour lequel on a des aides au taux maximal à 70%. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ça représente le plus gros potentiel d'économie d'eau pour l'instant que l'on peut faire. Si on extrapolait les meilleurs rendements qu'on a paradoxalement sur notre bassin, donc sur l'ouest du bassin à l'intégralité de la France, on pourrait gagner quasiment l'équivalent de ce que prélève la totalité du bassin Loire-Bretagne en termes d'alimentation en eau potable. Donc il y a encore un potentiel relativement important.
Bien évidemment, il n'y a pas que l'agence qui s'occupe de cela, puisqu'il y a effectivement tout l'arsenal législatif qui s'est mis en ordre de marche sur le sujet, avec la loi Grenelle 2, les assises, les lettres de cadrage des programmes par les ministères de tutelle. Donc l'objectif, avant tout, c'est d'assurer une bonne gestion patrimoniale. Alors, qu'est-ce qu'une bonne gestion patrimoniale? C'est la somme de 3 actions. D'abord, une gestion optimale du renouvellement. Bien évidemment des réseaux, c'est-à-dire renouveler le bon réseau au bon endroit et pas forcément faire que de l'opportunité de voirie, parce que ça peut s'avérer coûteux pour les collectivités, parce qu'on peut changer la mauvaise conduite pensant que on se réfère qu'à l'âge, par exemple. On peut très bien avoir des conduites qui soient en fonte grise, qui tiendront bien plus longtemps que des conduites en PVC collé. Donc, c'est relativement important de prendre en compte ces éléments, mais évidemment, bien évidemment, l'amortissement comptable, qui malheureusement, dans le cadre donc, de l'instruction comptable M49, n'est pas toujours assuré, ou est surtout insuffisamment assuré par les collectivités. Et puis, une stratégie optimale de lutte contre les fuites. Lorsqu'on se trouve avec un rendement de 50%, il y a quand même un potentiel important d'économie d'eau à réaliser. Donc, ça passe par 2 leviers qui sont la connaissance patrimoniale et la gestion patrimoniale. La connaissance, c'est l'acquisition de la connaissance, la prise en compte par les collectivités de l'importance que représente leur patrimoine et puis les investissements à réaliser, mais également derrière, en ce qui concerne la gestion patrimoniale, l'entretien et le suivi de ces réseaux et puis les interventions au bon moment. Donc, cet ensemble d'actions passe d'abord par comment améliorer la gestion patrimoniale. Bon, comment améliorer d'abord la connaissance patrimoniale. Ça passe par un équipement des points de comptage qui est relativement important. Cet équipement donc, qui est subventionné par l'agence, ça permet à la collectivité de mieux connaître son réseau, de connaître son rendement, d'avoir un état des lieux de sa situation, bien évidemment. Bon, c'est un investissement qui s'avère très rentable, globalement, compte tenu de l'application forfaitaire, notamment des redevances de l'agence, etc. Enfin, c'est très rapidement amorti en nettement moins d'1 an. Les rassemblements, donc, ça passe aussi par le rassemblement des plans disponibles et puis soit une étude patrimoniale, soit une étude entre guillemets interne qui soit réalisée de telle manière à mieux connaître son réseau lorsque l'on dispose déjà de pas mal d'éléments, ou effectivement, lorsque l'on dispose absolument pas d'éléments, d'aller effectivement de faire réaliser une étude patrimoniale. Bon, c'est assez urgent dans la mesure où souvent les réseaux ont été posés dans les années 50. On a quelques fontainiers qui peuvent être encore contactables, mais de moins en moins. Et il est très important de pouvoir essayer d'interviewer ces personnes pour éviter d'aller faire des investigations de terrain. Donc, ces études patrimoniales sont vraiment très utiles. Il s'avère que toutes les collectivités qui l'ont fait vous le diront, c'est rentable. C'est totalement rentable et ça permet effectivement derrière d'optimiser leurs coûts. Bien évidemment aussi, ça passe par un SIG qui est un outil très utile qui bien évidemment permet de faire aussi, d'optimiser toutes les actions qu'on peut réaliser sur les réseaux d'eau potable. Alors, en ce qui concerne la gestion patrimoniale, après avoir acquis cette connaissance patrimoniale, en général, les collectivités implantent des compteurs de sectorisation de manière à pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement lorsque des fuites sont détectées. Parce que quand vous n'en avez aucun sur le réseau, on fait tout le tour de la commune pour pouvoir essayer de trouver où se trouve la fuite, tandis que si vous sectorisez votre réseau, vous avez déjà un quartier qui est déjà bien ciblé. La bancarisation des données de dysfonctionnement et autres, donc les logiciels qui permettent effectivement de pouvoir mieux suivre, associés au SIG, qui permettent de pouvoir mieux suivre les casses de réseau, bancariser les éléments, ça permet après derrière d'assurer un meilleur renouvellement du réseau. Ça passe aussi quand les collectivités ont des réseaux maillés par la détection plus fine via des prélocalisateurs acoustiques. Ça passe aussi par, là c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais quand ces collectivités disposent de ces éléments, la régulation des pressions dans le réseau, c'est-à-dire que c'est un investissement à plus ou moins long terme par contre, mais ça permet de mieux préserver le réseau, parce qu'effectivement une pression qui est mieux régulée permet de conserver les réseaux plus longtemps. Et puis, tous ces dispositifs ne fonctionnent que dans la mesure où il y a une équipe d'intervention suffisamment rapide. Dans la mesure où elle ne serait pas rapide, malheureusement, ces investissements risquent de s'avérer inutiles.
Donc, si on fait l'état des lieux de la mise en place de la gestion patrimoniale sur le bassin et puis de ce qu'il y a à faire, entre guillemets, en matière de gestion patrimoniale, on voit ici, bon, c'est schématique, hein, mais vis-à-vis de la taille du réseau du bassin Loire-Bretagne, on a globalement un investissement à faire de 600 millions d'euros par an, rien que pour simplement renouveler, assurer le renouvellement global du patrimoine. Alors certains comptables vous diront que c'est peut-être un petit peu excessif, etc. C'est une moyenne, c'est une extrapolation, je dirais, sur le très long terme. Globalement, on devrait débourser 600 millions d'euros tous les ans sur le bassin Loire-Bretagne pour pouvoir simplement renouveler les réseaux. Bon. Vous faites le ratio, vous pouvez imaginer quelle pourrait être l'aide de l'agence si effectivement on finançait tous les réseaux, quand vous savez que le budget de l'agence est autour de entre 300 et 400 millions d'euros par an. Et actuellement, il est encore un petit peu moindre. Donc, on n'avait pas la capacité, le conseil d'administration n'avait bien évidemment pas la capacité de pouvoir financer ces travaux. Donc, par contre, les actions sur lesquelles qu'on a financé, je dirais, de manière maximale, ce sont toutes les actions qui vont autour de ce renouvellement pour l'assurer dans les meilleures conditions. Donc, c'est-à-dire, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, la pose de compteurs de sectorisation, toutes les études patrimoniales qui doivent être réalisées, si possible, le mieux possible. Ça, c'est très important, d'avoir une bonne étude patrimoniale, parce que l'euro investi est vraiment très rentable derrière. Parce qu'une étude patrimoniale peut vous permettre de faire des économies de plusieurs centaines de milliers d'euros sur les investissements futurs. Par contre, ce qu'on constate, donc globalement, si on applique ces 600 millions d'euros de travaux, ça correspond à quoi au niveau du bassin? Ça correspond en fait à une facture permanente d'eau de 82 centimes d'euros par mètre cube sur le bassin. Toute personne, tout consommateur d'eau devrait payer 82 centimes d'euros tout le temps pour simplement l'entretien, le renouvellement de son propre réseau, toute sa vie. C'est déjà relativement élevé, mais il faut savoir qu'en plus, il y a une disparité énorme entre l'urbain et le rural. C'est-à-dire que sur l'urbain, on a globalement des prix qui permettent de tenir ce financement. Tandis que lorsque sur ce tableau, vous voyez sur la droite, vous arrivez à plus de 150 mètres linéaires par abonné, vous auriez théoriquement, ce n'est pas 82 centimes qu'il faudrait débourser, mais c'est plus de 2,50 € qu'il faudrait débourser, rien que pour renouveler son propre réseau. Donc ça vous donne un ordre d'idée de l'ampleur de l'investissement nécessaire pour les collectivités. Mais quand vous voyez les prix qui sont pratiqués en bas, en rouge, vous voyez grosso modo qu'on est à peu près dans une fourchette pour toutes les collectivités autour de 2 €. Par contre, qu'effectivement, quand on est sur les collectivités urbaines, c'est un petit peu plus faible, mais ça peut se comprendre parce qu'effectivement, les investissements sont moindres en matière de réseau. Mais quand vous êtes sur les collectivités, par contre, qui ont des longueurs de réseau plus importantes, malheureusement, vous êtes plutôt dans une décroissance. Donc, ça traduit une méconnaissance, un manque de prise de conscience de la part des collectivités qui sont dans cette situation. Et de la même manière, les inconnus, ça correspond à des collectivités qui n'ont pas renseigné SISPA et sont des collectivités qui, généralement, ont justement une connaissance très faible de leur réseau avec des prix qui sont également aussi plus faibles que la moyenne. Donc il y a un effort très important de communication à faire, que l'agence veut essayer de faire, que les services de l'État veulent essayer de faire, la FNCCRA aussi, enfin tous les organismes au niveau national. Alors quand vous voyez l'état des lieux de la gestion patrimoniale sur le bassin, vous pouvez constater que vous avez une disparité qui est très importante entre l'ouest et l'est. L'ouest, globalement, du fait de la rareté de la ressource, s'est retrouvé donc avec des problématiques à la fois rareté de ressources, à la fois des pollutions diffuses, donc avec la nécessité de pratiquer une gestion optimale de leurs ressources. Et, tout à l'heure, on parlait des études HMUC, mais il y a des études de schéma directeur d'eau potable, de nombreuses études de schéma directeur qui ont pris en compte aussi cette problématique, la problématique bilan ressources-besoins, hein, bien évidemment. Donc, ces secteurs se retrouvent avec les meilleurs rendements de France. On a notamment, par exemple, Vendéo et puis les secteurs de l'Ouest qui sont parmi les meilleurs au niveau national, qui se sont structurés pour essayer de faire face à cette problématique. Sur l'est du bassin, sur le centre du bassin, vous avez des ressources sédimentaires, donc les ressources n'étaient plus disponibles. Donc il y a eu une moindre prise en compte de cette problématique et on se retrouve effectivement avec des rendements qui sont un peu moins satisfaisants. Et puis sur l'est du bassin, on est avec des multiples ressources qui
n'étaient pas préparés, enfin des secteurs qui ne sont pas préparés au réchauffement climatique. Contrairement aux secteurs plutôt centraux, aux secteurs ZRR qu'on retrouve dans ce secteur-là, qui sont plus préparés à ce changement climatique, qui sont déjà plus ou moins avancés sur cette problématique. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'effectivement, dans ce secteur, il y a encore, dans votre secteur, il y a encore pas mal de choses à faire. Néanmoins, effectivement, si on regarde un petit peu la structuration donc, des syndicats, il y a eu une structuration qui s'est faite au niveau des départements en ce qui concerne donc, la façade ouest, du fait de la nécessité de partager cette ressource, des ressources peu nombreuses. Donc, une structuration plutôt départementale. Tandis que vous avez aussi une structuration en cours, plutôt, je dirais, en grande EPCI, qui était bien avancée, et qui était notamment bien avancée sur le département de l'Allier, qui fait un petit peu, comment dire, je veux dire, exception au milieu de l'ensemble des collectivités, qui sont plutôt, de l'ensemble des départements, avec plutôt un mauvais rendement. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, il y avait des problèmes de rareté de la ressource plus importants dans le secteur de l'Allier. Et ce département a été obligé de se structurer à l'échelle donc de PCI de plus ou moins avancés. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, dans le secteur dans lequel nous nous trouvons, le secteur du Massif central, de manière globale, il y a encore beaucoup d'actions à mener. Quand vous voyez le rendement moyen du secteur, le rendement moyen est quand même plutôt inférieur par rapport au rendement de l'ouest du bassin. Donc, nous prenons l'exemple de ce qui s'est fait dans l'ouest du bassin comme démonstration vis-à-vis des collectivités qui se situent sur l'est pour notre politique et puis donc pour essayer effectivement d'améliorer les choses. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, petit à petit, un certain nombre de syndicats se mettent à pratiquer une bonne gestion patrimoniale, et notamment le syndicat de Basse-Limagne, à qui je vais passer la parole tout de suite. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Pichon. Merci pour cette présentation. Je ne doute pas, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des questions suite à ces différentes présentations, et notamment sur certains chiffres que vous venez d'évoquer, qui sont tout à fait remarquables et intéressants à analyser ensemble. Donc pour terminer, Monsieur Gallego, Sébastien Gallego, responsable technique du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Basse-Limagne, va compléter et terminer ce tour d'horizon avec toute la difficulté de cette mission, puisque vous êtes le dernier à intervenir, sachant qu'il nous reste une quinzaine de minutes dans lesquelles nous avons prévu de proposer à nos invités présents de vous poser des questions. Donc je vous laisse nous faire part de votre communication, Monsieur Gallego, de la manière la plus précise qui soit. D'accord. Alors je vais aller faire assez vite pour gagner un petit peu de temps. Il va falloir être concentré. Donc très vite, le syndicat de Basse-Limagne, c'est 44 communes, 90 000 habitants, 50% en urbain, 50% en rural. On se situe au niveau donc, du Puy-de-Dôme, que vous voyez ici en noir, et le syndicat est en rouge. Alors tout à l'heure, on a beaucoup parlé des indicateurs. Donc comment est-ce que nous, on travaille? Alors au niveau de la gestion de la ressource, il faut bien imaginer qu'on a 3 types d'alimentation. Ces 3 types, vous les voyez derrière moi. En violet, ici, vous avez le bassin versant de l'Allier, qui va alimenter exclusivement la nappe alluviale de l'Allier. Vous avez sur les coteaux des bassins versants diffus qui viennent alimenter entre nos 2 plus grandes ressources. Et vous avez à l'est complètement le bassin réservoir le bassin versant de l'Adore qui vient lui alimenter ce qu'on appelle le bec de Dore. Donc c'est la confluence de l'Adore et de l'Allier qui nous permettent d'avoir des ressources abondantes. Il faut savoir, c'est que l'Allier, donc là quand on va, le Puy-de-Dôme, pardon, Naussac, hein, je vous l'ai mis Naussac en bas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a là, si on n'a pas l'Allier aujourd'hui, tout à l'heure on a parlé de Naussac avec le Pelle-Loire, si on n'avait pas Naussac ici, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de communes du Puy-de-Dôme n'auraient pas d'eau potable. Donc c'est un gros réservoir, c'est une petite surface à hauteur des bassins versants qui sécurise quelques centaines de milliers de personnes. Si maintenant on vient zoomer sur ce carré rouge, on a ici à l'intérieur la nappe alluviale de l'Allier. Cette nappe alluviale, on vient ici lui mettre nos points de prélèvement. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chaîne des puits, l'axe allier sur lequel on va prendre et quelques éléments sur la chaîne des puits. Il faut savoir, c'est que le Puy-de-Dôme est séparé en 3 grands types de ressources.
la chaîne des Puys, sur laquelle il y a beaucoup de ressources, plus ou moins grandes, Lac-Salier, et à l'est, les monts du Forez, qui ont beaucoup de ressources diffuses, des petites ressources. Donc toutes ces ressources sont finalement assez fragiles, puisqu'en fait, on voit ici que toutes les ressources, à ma connaissance, situées dans la chaîne des Puys ont tendance à la baisse. Hein, on parle de plusieurs dizaines d'années. Nous, en gros, on baisse de 1% par an. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, ici, on produisait 4 millions de mètres cubes, on en produit 3. Forcément, on a ici, comme on est dans une chaîne montagneuse, on a de l'eau gravitaire, donc on pompe de plus en plus. On pompe de plus en plus, et forcément, à l'aval, il y a de moins en moins d'eau. Hein, on est entièrement d'accord. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'indicateurs de qualité. Ces indicateurs sont un système d'affichage. On va donc là vous présenter un petit film qui dure 30 secondes. Il n'est pas très long. Mais vous allez voir qu'en fait, on va afficher différemment différentes façons de travailler et différentes façons de voir comment se fait notre syndicat. Donc vous allez voir en dessous le N de France, vous voyez le syndicat qui va apparaître. La première représentation simplissime, c'est de voir ici les 44 communes qui composent le syndicat. Donc ces 44 communes, on va pouvoir les afficher différemment. Donc là, on va mettre un deuxième type d'affichage. Ça va être le nombre de fuites branchements par nombre de branchements. Et là, on voit déjà qu'il y a des écarts colossaux entre différentes communes. Donc on voit bien qu'ici, on a beaucoup plus de fuites dans le sud du syndicat que dans le nord. Il y a un autre mode d'affichage. Ce second mode d'affichage, c'est le nombre de fuites canalisation par kilomètre de canalisation. Là encore, on s'aperçoit de différences colossales. On a quelques communes qui n'ont jamais de fuite et on a des communes qui ont beaucoup de fuites. Encore un autre mode d'affichage où ici on a le nombre d'interventions. C'est-à-dire qu'en fait on a la somme en jaune des fuites branchement et au-dessus en vert les fuites canalisation. On a mis en place un système de GMAO, gestion et maintenance assistée par ordinateur, qui nous permet de savoir le prix d'une fuite. Donc là on a un autre affichage, ça va être un affichage financier. Donc on voit apparaître nos fuites avec le temps, vous avez une petite horloge en haut qui tourne, et on voit tout de suite apparaître ici nos dépenses. Alors j'aime beaucoup parce que tout à l'heure l'agence de l'eau m'a parlé de retour sur investissement, de rentabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si beaucoup de collectivités n'aiment pas ça. Si on vient maintenant faire un zoom sur une commune et qu'on relance le modèle de vieillissement, on s'aperçoit ici qu'en fait à la rue, on est capable de savoir où est-ce qu'on a le moindre euro investi pour le meilleur renouvellement. Ça ne veut pas dire qu'on fait les travaux. Ça ne veut pas dire que dès le lendemain, on va se jeter dessus. Ça veut dire par contre qu'on voit que cet élément-là qui vieillit ne va pas se renouveler tout seul. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à vieillir. Et donc, qui va nous coûter de plus en plus cher. Alors, on n'aime pas tellement parler de durée de vie. Nous, on parle d'optimum de renouvellement. Et ce qu'on va chercher, c'est aujourd'hui, sur notre budget, le moindre euro investi, le meilleur renouvellement. À titre d'information, le patrimoine du syndicat de Basse-Limagne, c'est 240 millions d'euros à neuf, 200 millions d'euros de canalisation. Donc si on avait 200 millions d'euros de patrimoine sur notre compte, on aurait un vrai staff qui travaillerait dessus pour l'optimiser. C'est un petit peu l'objectif de ça. Je vais passer très très rapidement parce qu'on a du temps à gagner sur ces éléments-là. Mais il y a un autre élément dont je voulais vous parler, c'est le type d'intervention. Aujourd'hui, on espace nos fuites, on a vu nos fuites tout à l'heure. On voit qu'on a des fuites toutes les 19 km sur de la fonte. On a une fuite tous les 18,8 km sur du PEHD et on a une fuite tous les 15,3 km sur du plastique PVC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que les fuites, plus on est sur des matériaux plastiques, et plus sont très rapprochés. Le plastique a tendance à plus fuir. Alors attention, quand on dit ça, on dit un petit peu tout et n'importe quoi. On mélange dedans des tuyaux matière plastique PVC collés, avec des tuyaux PVC emboîtement, etc., etc. On n'a pas forcément trop le temps vraiment de rentrer dans le détail, donc on va faire très vite. D'autant que l'âge moyen de la fonte aujourd'hui étudié ici, il est à 35 ans, l'âge moyen du PVC est à 20 ans, et l'âge moyen du PEHD aussi. Donc on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail. Par contre, quand on va rentrer dans le détail du matériel, on s'aperçoit que si on reste sur des canalisations métalliques, purement métalliques, là on est sur des diamètres métalliques, de la fonte, on n'a pas d'acier, fonte grise, fonte ductile. Si je prends l'exemple pour faire vite, ici, 27% du patrimoine réseau
métallique est composé de fontes de diamètre 60. Logiquement, puisque toutes nos canalisations devraient vieillir de la même façon, on devrait avoir 27% de nos interventions sur ce réseau-là. Bien entendu, si je vous dis ça, c'est que c'est loin d'être le cas. Et qu'en fait, aujourd'hui, on a ces anomalies que nous, on qualifierait d'anomalies. On s'aperçoit qu'en fait, on double ce risque-là. Donc en fait, le 40 va fuir ici tous les 4,6 km. On a exactement la même chose sur du 60. Alors les 40 sont des vieux diamètres. On l'utilise vraiment plus beaucoup, voire plus du tout. Le 60, on est sur des matériaux qui existent toujours et qui se posent toujours. Le 80, on a un mélange de fonte grise et fonte ductile, là aussi ça se pose. Et à partir du 100, on s'aperçoit, et au-dessus, je n'ai pas étudié, enfin je ne vous ai pas affiché au-dessus, parce que tout simplement, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a plus ce phénomène de casse fréquente. Voilà. Alors, évidemment, la question que tout le monde va se poser, pourquoi ? On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, effectivement, on se retrouve avec 32% de linéaire concentré, qui concentre 66% des fuites. Donc, on voit bien ici où sont nos anomalies et comment va vieillir notre réseau. On a fait le même exercice sur du plastique. Pour aller très vite sur le plastique, on n'a pas ces anomalies-là. On a des écarts. Alors attention, c'est que ici, ça représente que 30% de notre patrimoine. Donc on a un patrimoine plus petit, ce qui peut-être explique ces écarts-là, mais on a aussi plus de fuites. Donc on a du mal à tirer des conclusions sur ces éléments-là. En revanche, ce qui est assez simple à tirer aujourd'hui, sur des canalisations métalliques au-dessus de 100, on a peu de fuites. Sur des canalisations plastiques, en dessous de 100, on a moins de fuites que sur de la fonte. Alors, attention, je vous dis ça extraordinairement simplement. Dans un temps très court, ça nécessite un petit peu plus de détails que ça quand même. Mais on va continuer parce que le temps est compressé. On a étudié notamment la température. L'effet de la température sur des casses canalisations. Alors j'en viens tout de suite à la conclusion où on s'aperçoit qu'en fait, plus il fait chaud, moins les canalisations cassent. Jusque-là, plus il fait froid, plus ça casse. On est d'accord. Maintenant, on va rentrer dans les canalisations plastiques, notamment les branchements, où là, je rentre aussi très rapidement dans les conclusions. Une augmentation de 4 degrés multiplie par 2 le risque de fuite. Alors, on va me dire, pourquoi ? Il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est l'impact de l'oxydant, le chlore, sur les canalisations. Je ne sais plus si j'ai laissé la diapo après. En fait, une concentration de 0,2 mg par litre de chlore actif multiplie par 2 le risque de casse. Si on est sur du bioxyde de chlore, on multiplie par 15 le résultat. Voilà, ça vous donne une idée. Effectivement, le réchauffement climatique, donc sur nos interventions, va réduire les flux de canalisation qui sont aujourd'hui à 33%, vont avoir tendance à se réduire. Par contre, on va augmenter le nombre d'interventions qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique. Donc là, il va falloir faire attention, surtout la dilatation des PE avec les changements de température et attention énormément au bioxyde de chlore. Un autre élément qui est extrêmement important sur notre syndicat. Alors pourquoi j'insiste sur notre syndicat ? C'est qu'en fait, on l'a fait aussi, cette étude sur d'autres syndicats. Les conclusions étaient un peu similaires. Ce n'est pas le cas sur l'argile. Donc les retraits gonflements de l'argile, à partir du moment où on va sur deux canalisations qui seraient posées, donc ici par exemple on a Landes, l'aéroport de Clermont-Ferrand et au nord vous avez Olna, on a deux types de communes qui sont très très proches, on a deux types de sous-sols qui sont totalement différents. On a un risque fort sur une des communes et on a un risque faible sur l'autre. Ça induit un risque de fuite 2 fois supérieur, pour vous donner une idée. Donc forcément, quand on va changer une canalisation avec un risque fort, on va traiter le renouvellement d'une façon totalement différente d'un risque faible. Là, je vous ai présenté un graphique 3D qui vient un petit peu compiler et conclure un petit peu ce que je vous ai dit. Vous avez ici, on ne voit pas bien, vous avez ici le bandeau cyclo. Vous avez ici le diamètre. Vous avez ici l'année de pause. Et vous avez ici la longueur en mètres linéaires. Plus on est faible en diamètre, plus on a de risque de casse. Plus on est âgé, plus on a un risque de casse. Et plus on a un grand linéaire, et plus ça risque de nous coûter cher. Donc si on vient à conclure aujourd'hui, nous on est capable totalement d'identifier sur notre SIG les canalisations à risque financier, de les chiffrer et de faire un prospectif du prix de l'eau sur les années à venir pour savoir ce qu'on va renouveler. Alors, très rapidement,
je vous le fais très simplement. Les chiffres vraiment sont les bons. Hein. L'étude, alors qui comprend l'étude Diag, la gestion patrimoniale, le SIG, le levé topo de tous les éléments du réseau. Ça a duré 4 ans, d'aller chercher dans les archives les éléments pour avoir les dates de pause, les entreprises, la qualité, reprendre les tracés, etc. La prospective financière, ça nous a coûté 1,2 million. Ça a duré 4 ans, comme je vous le disais. C'est vraiment pas fait exprès, mais l'agence de l'eau et le conseil départemental nous ont subventionné à 80%. Le coût résiduel ici, il est donc de 240 000 € pour le syndicat. Tout à l'heure, on parlait de rentabilité. Ça veut dire que le coût, il est de 0,1% de notre patrimoine. Le coût du syndicat pour une gestion patrimoniale, mais ça ne nous a pas apporté qu'une gestion patrimoniale. Ça nous a apporté une solution tablette, ça nous a apporté un serveur SIG, ça nous a apporté une étude, ça nous a apporté des statistiques de vieillissement qu'on a fait avec la faculté de Saint-Étienne, etc., etc. Donc, à la fin, on peut dire que 0,1% du patrimoine, ça ne nous a pas coûté très très cher. Voilà. J'espère avoir rattrapé le temps et d'être dans le timing. Et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous propose à ce stade de remercier par quelques applaudissements nos intervenants parce qu'ils ont vraiment fait très fort, si vous permettez cette expression. Merci Monsieur Gallego en particulier pour cette dernière présentation très pédagogique et très bien illustrée qui nous a permis de fixer un certain nombre d'idées, j'imagine. Il nous reste quelques minutes pour vous proposer une ou deux questions à l'attention de nos intervenants. Merci monsieur pour cette première main levée. Je vous laisse vous présenter si vous voulez bien pour qu'on puisse vous situer. Philippe Benoît, je suis bureau d'études. Je vous le dis avec le sourire, je suis extrêmement déçu de l'exposé. Monsieur Gallego, c'était très intéressant, mais votre exposé technique ne concerne que des histoires de fuite, un sujet éminemment important. Mais Monsieur Rossignol et Monsieur Pichon, vos flyers, je les ai sur Internet. Alors, avec tout le travail sérieux que je vous concède et que je reconnais, je pensais que vous alliez nous dire, en termes de prospective, parce qu'on n'a pas entendu de prospective, on arrête de parler de rareté de l'eau dans un pays riche en eau où il y a 137 milliards de mètres cubes qui se perdent dans l'océan. Donc, on a lancé des prospectives pour répondre, et c'est pour ça que j'étais venu spécifiquement cette année, parce qu'on a parlé de sécheresse, n'est-ce pas? Alors comment on fait pour répondre aux enjeux de la sécheresse? Je n'ai pas entendu. Alors, c'est tout l'intérêt de votre question, hein, alors, si vous le permettez, c'est l'occasion de relancer en termes de prospective, je suis un lecteur attentif depuis une dizaine d'années. Le rang de Strahler, ça ne vous échappe pas, qui caractérise les cours d'eau, 1, 2, 3, 4. On a parlé de Villeray, de Naussac en termes de retenue. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un plan d'eau de rang de Strahler 1 et un autre 2 en aval et un autre 3 un peu plus en aval pour répondre à la problématique de la gestion quantitative de l'eau? Parce que vous n'avez pas répondu au problème de la gestion quantitative quand il n'y a pas d'eau à Amboise. J'étais à Montsoreau hier et avant-hier, il n'y a pas d'eau. Merci monsieur pour cette question. Alors j'espère qu'elle n'est pas trop technique pour un certain nombre de nos invités, des participants. Qui veut répondre? Monsieur Pichon, peut-être, vous voulez intervenir, puisque vous avez été interpellé, en tout cas par monsieur. Mais si j'ai bien compris, monsieur, l'intérêt de votre question, en tout cas, c'est effectivement d'aller plus loin et de nous pencher un peu plus vers la prospective, ce que peuvent faire à ce stade de nos intervenants après nous avoir fait l'état des lieux et la démonstration de la problématique. Alors rassurez-vous, effectivement, la prospective, on en fait. On a même une direction qui est en charge de la prospective dans notre établissement public. L'objectif de ma présentation était surtout et avant tout de convaincre un certain nombre de collectivités qui sont dans des situations très limites vis-à-vis de leur rendement de réseau, vis-à-vis du secteur dans lequel nous nous trouvons. Je n'aurais pas eu ce type d'intervention si c'était agile, si on était par exemple à Poitiers ou à Niort ou dans ces secteurs-là, où effectivement, là, on est déjà à l'étape au-dessus, l'étape qu'a décrit, entre autres, Madame Sambla tout à l'heure. On est dans une autre approche. Alors certes, effectivement, aussi, ça a été décrit au niveau, par l'EPL, c'est une autre approche, une approche de gestion quantitative globale et sur laquelle, effectivement, on fait des prospectives. Bon, pour 2050, ce qui a été globalement admis et convenu au niveau du bassin de la Bretagne, c'est qu'on aurait
les ressources, la disponibilité des ressources d'eau souterraines diminuera de 15%. C'est les effets du changement climatique. Donc on sait et on anticipe, on essaye d'anticiper au mieux ces éléments. Donc notre objectif, c'est d'abord effectivement de travailler là où on peut travailler, suivant le secteur dans lequel on se trouve. Ici, nous sommes dans des secteurs, si on parle du massif armoricain, on est dans du massif central, nous sommes plutôt dans un secteur où il y a des actions à faire vis-à-vis des collectivités par rapport aux fuites, parce que globalement, la gestion globale de la ressource en ce qui concerne l'irrigation ou l'industrie est quand même ils sont moins développés que sur d'autres secteurs. Mais toute la problématique qui a été décrite, et c'est-à-dire avec le partage de la ressource, le meilleur partage de la ressource, c'est pour nous effectivement une problématique d'avenir. Mais pour l'instant, l'Agence de l'eau a des priorités, les priorités nationales qui lui ont été fixées. On a les moyens que l'on a, on axe nos interventions sur ces aspects-là, sur tout ce qui est restauration de la continuité écologique du milieu, sur un certain nombre d'actions. On n'a pas les moyens d'aller partout et d'aller partout avec les mêmes objectifs. Les objectifs que vous nous décrivez, on les a plutôt sur l'ouest du bassin que pour l'instant sur l'est du bassin. Merci pour cette précision. Encore une question peut-être si vous le souhaitez. Pas de questions particulières. En vous entendant, Monsieur Pichon, je ne sais pas si c'est vous qui voulez répondre, mais est-ce que cette prospective est également de nature qualitative? Je parle en matière de concurrence d'usage, notamment entre les différents usagers. Je vous entends décrire un certain nombre de projets qui semblent revenir un petit peu en grâce pour ce qui concerne les retenues, quelle que soit leur importance d'ailleurs, hein, qu'elles soient collinaires ou de grande dimension. Les usages agricoles, les usages urbains. Est-ce que vous avez pris en compte un certain nombre justement de projections par rapport à ces besoins? Il faut prendre en compte le fait que toutes les solutions sont des solutions à multiples entrées, qu'on ne peut surtout pas avoir des solutions uniques. Il s'est avéré que certains départements ont opté sur le tout barrage. Le tout barrage est risqué. Il faut savoir quand même que vous perdez 10 à 20% d'eau par le biais de l'évaporation liée au barrage. Ce n'est pas une solution idéale. C'est pas neutre, et quand vous vous retrouvez avec des barrages qui posent tous le même problème en même temps, c'est pas la peine d'en rajouter un. Donc quelque part, ce n'est pas non plus forcément la meilleure solution. C'est un ensemble, c'est un bouquet de solutions. C'est un... Pardon? Vous disiez? Là encore, je disais tout à l'heure, c'est un problème de riches. On perd de l'eau quand on en a beaucoup. Comment on fait pour en stocker puisqu'on en perd 137 milliards? On n'en perd pas 137 milliards dans les fuites. Non, mais le stockage est une des solutions, mais n'est pas la solution miracle à tout. Il faut travailler en amont sur un certain nombre d'éléments. Effectivement, dans certains secteurs, la problématique se posera. Quand on sera dans un climat méditerranéen sur l'intégralité du bassin de la Bretagne, on aura peut-être une autre approche. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est effectivement dans une logique où, pour l'instant, on essaye d'intervenir vis-à-vis des plus grosses fuites. Ce que je vous dis en termes de pertes économiques, c'est effectivement notre levier d'action principal. Après, derrière, on a des leviers d'action qu'on commence à développer en ce qui concerne l'irrigation. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées aussi. Les industriels font d'énormes efforts en termes d'économie d'eau consommée. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées et qui sont aidées par l'agence dans ce domaine-là. Et là, c'est des domaines qui sont vraiment prioritaires pour l'agence, sur lesquels on axe nos interventions. Merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, bravo encore pour l'intérêt et la concentration. Je laisse chacun ici apprécier la masse de connaissances et d'informations que nous avons pu partager grâce à votre travail en amont et au temps que vous avez bien voulu consacrer à la préparation de ces présentations. Je vous en remercie encore avec nos participants qui sont venus nous rejoindre cet après-midi. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence également.